Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va continuer l'analyse sur le code source du ransomware Conti dans la partie 2. Donc bonjour, passionnés de cybersécurité et de hackers blancs et tout le monde qui s'intéresse près de loin à la cybersécurité. Donc cet article est le deuxième partie de la propre enquête du code source du ransomware Conti. Donc vous pouvez voir ou sur son blog ou sur mes vidéos la première partie de l'analyse du ransomware Conti. Et dans la première partie, on a parlé des méthodes de cryptage, de chiffrement, de hachage, de contournement des moteurs antivirus. Et aujourd'hui, je vais considérer les connexions réseau, le système des fichiers et de certains IOC identifiés. Donc les connexions réseau. Donc tout d'abord, revenons un peu sur la logique du chiffreur. Donc on est ici. Donc comme on peut contacter le mode de chiffrement et à all cryptip et network encrypt, le malware récupère les informations sur le réseau. Donc regardons ceci de plus près. Donc là, il faut aller dans Cryptor. Et dans Cryptor, il y a main et à la ligne 325, on trouve ça. Donc en fait, il vérifie si dans le get encrypt mode tout est chiffré. Donc je pense que une fois tout est chiffré et que le network est en mode chiffrement aussi, il lance un scannage, donc un scan du réseau. Donc alors ça, je suppose qu'en fait, une fois qu'il a chiffré une partie du poste de la victime, en fait, il va scanner le réseau extérieur pour voir si il peut pas faire d'autres dégâts et chiffrer d'autres endroits, en fait. C'est pareil, s'il veut extraire les données, je pense qu'il fait de l'extraction de données il chiffre les données avant de les envoyer. En fait, il faut pas que ça alerte certains logiciels de protection. Passons à la définition de Starscan. Donc là, il faut aller dans Network et Network Scanner. Donc on va dans Network Scanner. Et à la ligne 623, on reconnaît le Starscanner. Donc il faut voir un peu ce qu'il fait. Donc on voit qu'il initialise des ports et ports scan. Donc en fait là, il a une initialisation d'une certaine variable. Donc regardons ce qu'on raconte. Donc allons plus loin dans la logique de connexion. Get current. Donc en fait, c'est là. Donc là, on va initialiser le handle, le port scan et le PS info. Donc c'est les variables qui sont faites. Et il essaie de se connecter à l'extérieur à getConnectX, je pense. Et s'il n'arrive pas, il écrit qu'il peut pas se connecter. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un log write et qu'il y a un fichier de log où il écrit ces choses. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que si on sait qu'il y a des logs, ça peut être intéressant pour le détecter quand il est en fonctionnement. Par exemple, si on a un EDR ou un antivirus qui est capable de détecter ce genre de mouvement. Donc allons plus loin dans la logique, on a getCurrent IP address, il s'agit simplement d'obtenir l'information sur l'adresse IP. Donc ouais, parce qu'après, la ligne 640, il appelle cette fonction-là. Et après, il faut la retrouver en 88. Donc il va récupérer une structure, le hostname, l'adresse IP. Il y a quand même des vérifications au niveau des erreurs, c'est quand même bien fait, etc. On a la fonction getSysNet qui utilise le getIP de l'API appelé pour restaurer la table ARP du système infecté pour la recherche d'adresses IP spécifiées et sont vérifiées par rapport au masque suivant. Donc c'est ici, donc à 174. Alors ça c'est très intéressant. C'est qu'en fait, il fait la découverte d'IP d'après la table ARP. Par exemple, si vous avez si vos hosts sont connectés, par exemple, sur la même plage réseau et que vos tables ARP sont lisibles d'après, par exemple, si vos switches contiennent des tables ARP qui peuvent être lisibles, le paquet, il va pouvoir faire une découverte réseau des matériels connectés aux alentours. Donc à partir de ça, il va déduire le matériel qui ont été connectés au propre host où il est et qui ont été connectés pendant la durée de vie de la table ARP. Donc ça nous indique aussi des protections qu'on peut mettre en place. Éviter d'avoir par exemple des tables ARP qui gardent les données trop longtemps ou faire des renouvellements le plus faible possible. Et on voit qu'en plus, il scanne certaines adresses. Ça aussi, ça peut nous servir d'alerte. Par exemple, si on voit quelque chose qui scanne, par exemple, sur toutes certaines adresses IP d'un seul coup, ça peut nous dire qu'il y a un malware qui est en train de nous attaquer. Donc ça peut être aussi des mises en place à mettre, par exemple, dans les pare-feux, dans les EDR ou dans les solutions antivirus. Donc si l'ARP correspond à ce masque, donc là c'est des masques réseau, il va 172, 192, 68, en 10, 169 le sous-réseau est extrait et ajouter la file d'attente des sous-réseaux. Donc vous voyez là, par exemple en 189, là il met tout ça dans une file d'attente et après il va tester toutes les connexions. Donc ici là. Et dedans, il va les tester une par une. Et
dès qu'il va trouver ceci, là, il va dire, bon, bah, il a trouvé Medphone égale true, c'est-à-dire qu'il a trouvé. Donc, on voit qu'à certains d'autres endroits, il met ça en queue. Et en fait, c'est comme une liste et il va détecter toutes les adresses une par une jusqu'à temps qu'il voit effet qui sont connectés ou pas. Et ça peut mettre aussi de les mettre sous forme de trade et pour être plus rapide pour faire la découverte réseau aussi. Alors, il y a la fonction scan host qui est très intéressant. Donc en 441, il va essayer, par exemple là il appelle la queue là, donc il va tester toutes les adresses IP et il va essayer de se connecter au port CMB. Donc voir s'il n'y a pas des dossiers partagés. Donc ce qui est intéressant que par rapport à ce qui est écrit ici, c'est qu'il teste un port CMB spécifique 445. Donc si on voit que par exemple il y a quelque chose aussi qui n'arrête pas de scanner le port 445 sur tous les réseaux, là aussi ça peut, on peut dire qu'il y a un problème qui se passe. C'est pas normal que quelque chose essaie de scanner tous les ports d'un seul coup. Et si la connexion elle réussit, il rajoute à l'host pour après se connecter en fait. Ça. Et il remet ça dans le fil d'attente, comme ça au fur et à mesure dans un trade il va se connecter. Donc c'est assez bien foutu parce que ça optimise dans les ressources pour faire le scan le plus rapidement possible. Et donc là il a les hosts. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il a une pause de c'est au bout d'une seconde s'il trouve pas. Il dit que c'est pas bon, etc. Oui. On voit même en bas dans le network scanner, start in search, même dans les logs là, il y a des choses qui sont intéressantes parce que là il le dit quand dans les logs, s'ils sont activés, des fois ils sont pas activés par défaut, mais s'ils étaient activés, il dit qu'il cherche ceci dans les certains répertoires partagés. Donc ça c'est chaîne, elle peut servir aussi d'artefact pour que certains programmes anti-malware ou antivirus puissent le détecter. Et on a la même chose, port scanner handle, qui permet de scanner les ports et à partir de trades pour aller plus rapidement. On va mettre plusieurs trades pour scanner plusieurs ports à la fois. Ça qui est assez intéressant. Donc il dit que Outlander attend une adresse IP, il va dire un fil d'attente des adresses IP et pour chaque adresse IP, il énumère le partage à l'aide de netchar enum. Oui, en fait là, comme on est le port 445 sur CMB là, avec netchar enum, il va voir tous les répertoires partagés. Donc là, il énume, donc il regarde tous les répertoires partagés, les adresses, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il voit il détecte si c'est sur le disque, du type disque, des spéciales, temporaires, etc. Et avec ça, il récupère les infos et peut savoir si les cibles sont intéressantes ou pas. Il écrit même ceci dans les logs. Et il le met aussi dans une queue pour que ça soit fait au fur et à mesure ou dans plusieurs trades. Port handle, donc il y a un scan. Donc un scan port, scan host, donc toutes les 30 secondes, il scanne host. Donc il va pas trop vite pour pas éveiller certaines protections. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette valeur est fixe. Donc si une valeur est fixe et qu'il nous dit par exemple toutes les 30 secondes, il scanne quelque chose, aussi ça peut nous permettre aussi de faire une alerte sur les logiciels anti-malware. On peut dire bon bah c'est pas normal. Par exemple on scanne toujours le même port CMB 445 tous les temps de temps et ça peut nous donner un indice. Et par exemple, on peut mettre une protection. Il dit bon bah s'il y a ça, on commence à fermer le reste du réseau et à tout cloisonner. Et donc là, on fait un récapitulatif. Donc il scanne, il ajoute certaines plages réseau, donc les MAC 172, 192, 108, 10 ou 139, des adresses des sous-réseaux en attente. Il crée deux fils de fils de trade. Le premier trade en tant que tel, c'est l'énumération des partages, donc on regarde tous les dossiers partagés. Et le deuxième trade, il va aussi scanner tous les ports et il essaye de se connecter au partage CMB 445 pour qu'une connexion enregistre et il enregistre l'adresse IP valide de toutes les 30 secondes. Donc là on voit qu'il y a la création des trades et les sous-réseaux. Donc ici, il essaie d'avoir il vérifie s'il a les sous-réseaux ou non. Ah donc en fait là c'est là où il vérifie s'il arrive à avoir d'accord, ok. Il arrive à trouver les trades, les messages d'erreur et tout ça. Donc là il crée les trades. Et avec toutes les vérifications d'erreurs, ouais, c'est assez intéressant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il met tout ça dans des logs qui peuvent être, s'ils sont pas chiffrés, parce qu'il peut chiffrer ses propres logs ou les envoyer et tout ça, ça peut être intéressant pour retrouver certains artefacts. En conclusion, l'exécution de White Single Object, l'API est invoquée à chaque trade pour attendre la fin de l'opération avant de fermer le processus principal, close handle pour le nettoyage. Ouais, c'est qu'à la fin, il nettoie tout. Donc là, il nettoie tous les handles, les sport camps et tout ça, c'est intéressant, ça libère la mémoire et puis ça évite que le programme il crache, c'est pour que la continuité du programme qui fonctionne bien. On a quelque chose qui tue les processus, le logique du procureur est simple, il énumère tous les processus, s'il n'est pas égal à l'explorer, il ajoute son PID à la file d'attente. Alors ça, c'est intéressant,
Donc pour aller dans Proc Killer, processcp, et on voit que c'est dans Process Killer, c'est ici qu'il tue tous les processus par rapport à une liste blanche, et il garde que Explorer X et tous les autres, il les remplace par son propre processus. Alors pourquoi il fait ça? J'essaye de tuer tous les programmes de protection antivirus, anti-malware, EDR, etc. En fait, c'est pour pas qu'ils soient détectés. Mais bon, quelque chose qui essaye de tuer tous les processus comme ça, en mode bourrin, ça peut faire des alertes. Ça peut dire, bon, bah, il y a un problème, c'est pas normal que quelque chose essaye de me tuer alors que je suis un logiciel de protection. Et il le remplace par son propre PID. En file d'attente, comme ça, ceux qui sont tués vont être remplacés par le sien, et puis hop, il n'y aura pas de soupçon. On a un système de fichiers ici, donc c'est dans File System Disk, et avec Enumerate Drive. Donc dans Disk, donc Enumerate Drive, c'est qu'en fait là il va regarder les disques durs présents, les lettres de lecteur présents, et ça permettra au chiffrement de chiffrer pas que la première lettre, hein, pas que le C, il va chiffrer tous les autres lettres qu'il va trouver. Donc faut faire super attention, hein. Même par exemple si vous branchez une clé USB ou des sauvegardes, enfin des partages réseau qui sont énumérés par une lettre, il va vous chiffrer tout. Comme vous pouvez le voir, il utilise getLogical string SW. Donc là, c'est récupère la lettre. Alors la logique de ces fonctions est utilisée dans l'énumération finale lors du chiffrement. Le malware utilise une liste blanche pour que les répertoires et les fichiers afin d'éviter le cryptage de données inutiles lors des répertoires des fichiers suivants sont évités lors du processus d'énumération. Alors oui, c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de répertoires où il va pas chiffrer pour éviter de perdre trop de ressources. Donc c'est dans un truc qui s'appelle search.ccp. Donc là, on a notre liste blanche et on voit qu'en fait, il va pas chiffrer TMP, ni WNT, ni le chiffrage temporaire, ni TUM, ni la corbeille, etc. Windows, 30 micros et Perflog. Alors, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, 30 micros, je pense qu'il le chiffre pas parce que s'il le chiffre, ça va alerter dans cette solution-là. Donc, il n'y a pas que le problème que ça prend trop de temps aussi, c'est le problème, c'est qu'il y a certains répertoires qui ne va pas chiffrer, tout simplement parce qu'il risque d'être détecté. Et perflog, c'est peut-être les logs où il met dessus, mais ces fichiers-là. Après, on voit qu'il y a d'autres extensions qui ne va pas chiffrer, en bas. Donc tout est exécutable. Hein. Et s'il chiffre les exécutables et DL, on s'en fout un peu. Bah, on s'en fout pas aussi, c'est qu'en fait, il peut se chiffrer lui-même. Vous chiffrez plein de répertoires en X ou DL, et puis le système d'exploitation va plus être stable et il va crasher. Hein. Même chose hein, pour les liens dynamiques. Tout ce qui est système, MSI, etc. Alors, aussi, quelque chose qui est très intéressant, il chiffre pas readme et contilog. Donc contilog ne chiffre pas parce que c'est le propre log de son malware, donc il a des problèmes, il va le lire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que s'il le chiffre pas, ça voudrait dire que ce fichier-là, il peut être détectable par les EDR ou les antivirus. Pareil, là, readme, là, je pense qu'il le chiffre pas parce que c'est là-dedans qu'il doit mettre les informations comme quoi il a chiffré votre disque dur, qu'il faut les contacter pour déchiffrer vos données en échange d'une rançon. C'est pour ça qu'il chiffre pas ça. Ce qu'il chiffre pas, c'est ces fichiers à lui qui sont intéressants, et qui chiffre pas aussi, c'est tout ce qui est fichier qui permet le fonctionnement du système d'exploitation, qui sont exécutables ou les dossiers, les librairies partagées, etc. Donc lui, les règles IARA, donc lui il va télécharger ça avec virus. Avec locker.exe, donc moi je ne l'ai pas le locker.exe et j'ai pas envie de le compiler parce que c'est assez risqué, hein. On peut faire énormément de dégâts. Donc si vous voulez avoir des informations sur ça, vous cliquez sur le lien là sur Cocomelon, donc sur le site original. Si vous voir le lien là de l'analyse antivirus, vous cliquez sur celui-ci. Et là on voit que maintenant il y a 71 antivirus qui le détectent, en fait quasiment tous les antivirus le détectent parce que il est connu. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a certains qui ne les détectent pas. Mais bon, on voit que c'est certains antivirus, c'est des antivirus pour téléphone portable. Mais bon, ça serait intéressant que les antivirus téléphone portable peuvent le détecter parce que ça peut être un vecteur pour qu'ils se mettent sur des machines, sur des vrais ordinateurs. Et là, si vous voulez, il y a la règle YARA que vous pouvez exécuter sur le locker pour détecter certaines choses. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'on a l'auteur, contenu recevoir, et on a les strings, donc les chaînes qui détectent. Donc là qui détecte une certaine chaîne là, et certaines informations, le site web qui contacte, Conti Recovery. Donc j'espère que cet article fera mieux connaître les équipes bleues, ces techniques de malware intéressantes, j'ajouterai une arme arsenal à l'équipe rouge. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous, et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.